Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne semaine. Alors, je voulais faire un petit update au niveau des marchés US. Alors, comme je disais dans ma dernière vidéo, je voulais que le S&P 500 aille retester cette zone ici du bas du canal, parce que ce serait une meilleure entrée au niveau risque-reward. Alors, on a eu la chance à ce que ça vienne justement tester ce bas du canal ici. Alors, moi, je suis pas là à chercher forcément le bottom exact. Je fais des entrées différentes, donc à différents pourcentages, mais notamment quand le VIX arrive au-dessus de 30, personnellement, je commence à faire mes entrées. Donc là, c'est ce qu'on a eu au niveau du VIX. Hein. Donc là, vous voyez, ici, on est même monté jusqu'à à peu près 35. Donc ça, c'est l'avantage. Et on a eu plusieurs, vous voyez, divergences au niveau du RSI avec le VIX. Donc là, même si, par exemple, je vais rajouter les Bollinger Bands, alors normalement dans les Bollinger Bands, comme c'est deux standards deviation, donc deux écarts types, le prix est censé rester à l'intérieur de la bande, donc 95% du temps, et 5% du temps à l'extérieur. Donc c'est pour ça 5% du temps à l'extérieur, ça veut dire que effectivement ça revient très progressivement, souvent à l'intérieur de la bande. Ça c'est pour une distribution normale, mais normalement c'est 87% du temps à l'intérieur de la bande. Donc voilà, et 13% à l'extérieur. Donc là, on avait une divergence qui se formait au niveau du VIX. Et aussi, ce que je regarde, j'en ai parlé dans mes autres vidéos, au niveau du put-call ratio, donc le nombre de puts, donc en quelque sorte, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont comme des assurances que sur les marchés américains pour, par exemple, protéger son portefeuille. Donc on l'a eu à plusieurs reprises qui est sorti justement de sa bande Bollinger, ici et ici. Donc là, dans les deux cas, effectivement, ça a généré ce qu'on appelle un peu un squeeze, puisque lorsque ces puts-là sont clôturés, bien évidemment, il faut racheter les positions. Et le fait de racheter les positions met pression à ceux qui sont déjà short aussi sur les marchés, et donc du coup c'est ce qui résulte souvent après les baisses à des squeezes, donc des pressions haussières vraiment importantes. Donc c'est un petit peu ce qu'on a eu hein, au niveau du S&P 500, justement parce que c'est très rare d'avoir des journées comme vous pouvez voir celle-ci où on a justement cassé le canal baissier à court terme. Cette bougie-là était de 2%. Généralement, les occurrences au niveau du S&P 500 sont de 1% en moyenne, hein, entre 0 et... non, pardon, entre moins 1% et plus 1%. Donc, c'est vrai que quand on passe au-dessus, c'est très rare. Un peu comme on a eu ici, c'est plus rare d'avoir des occurrences au-dessus de 1%. Et mais comme on l'a eu ici, on l'a eu ici aussi. C'est un petit peu aussi ce qui s'est passé pendant le Covid. Sur le Covid, on avait des bougies journalières, si je me rappelle. Des fois, on est même monté à moins 7% parce qu'il y avait le limite down à moins 7%. C'est quand même assez incroyable à vivre, hein, je tiens à préciser, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau du S&P 500. Donc au niveau des chiffres, comme j'expliquais à plusieurs reprises, pour l'instant les chiffres sont toujours corrects. Donc je veux bien croire qu'il y en a beaucoup qui disent que le marché va cracher, mais pourtant bon les chiffres, si par exemple vous allez sur Yardeni Research, qui est un très bon site où je vais souvent voir justement euh, le data, beaucoup de data économique. Donc, par exemple, si je vais voir Economic Indicator, donc si on va par exemple, donc vous avez le Economic Surprise, hein, comme j'avais dit la dernière fois, l'Economic Surprise, lui, avait, voyez, popé ici de manière assez importante. Donc là, on a un petit peu baissé, mais de toute manière, à chaque fois qu'on pop au-dessus de 0, généralement, c'est une bonne surprise pour les marchés. Sinon, ce que je voulais montrer aussi, c'est le Boom Burst Baromètre. Alors lui, il est vraiment, regardez, il s'arrête jamais. Donc là, on est vraiment genre, vous voyez, le dernier date, le 27 novembre. C'est vraiment, vous avez même pas une descente, même pas un retracement à ce niveau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Boom Burst Baromètre, c'est aussi un baromètre un petit peu un indicateur économique pour justement voir si l'économie vraiment est en croissance. Donc là, vous voyez par exemple, qu'est-ce que ça prend en quelque sorte? Ça prend le spot price de l'indice CRB. Alors l'indice CRB, c'est l'indice donc des prix des matières premières, pardon. Donc ça prend ça et c'est un ratio, donc on va le diviser par tout ce qui est le taux de le taux de chômage et aussi la moyenne des 4 semaines.
Donc voilà, ça donne un petit peu une petite idée. Donc lui, il est quand même pas mal haussier, comme vous pouvez voir, hein. Donc ça, c'est plutôt justement là, on voit comment dire, le taux de chômage, hein, donc c'est sûr qu'il réduit de plus en plus, et puis le ratio monte de plus en plus. Donc ça, c'est aussi au niveau de celui-là, mais sinon aussi, je voulais regarder au niveau du leading et coincidence indicator. Alors au niveau des profits, de la marge profitable au niveau des entreprises, alors c'est pardon, en PIB. Donc là, vous avez actuellement, vous voyez, on est toujours, vous voyez, parce que c'est le pourcentage, on prend toujours souvent la variation. Donc là, on peut voir qu'on est toujours, vous voyez, on est toujours en train de monter. Donc ça veut dire que c'est toujours de mieux en mieux. Et donc ça couvre un petit peu aussi peut-être les coûts encourus au niveau de l'inflation. Donc oui, on a des profits quand même assez élevés. Un petit peu, vous voyez, après ce qui s'est passé après 2008, c'est pareil, hein. On a eu, vous voyez, des résultats quand même assez élevés pour aussi, qui étaient relatifs un petit peu à la reprise au niveau économique et aussi au niveau de l'inflation qui était encouragée justement pour la reprise. Donc là, c'est un petit peu la même chose et puis on voit bien que ça suit à ce niveau-là. Au niveau du leading economic indicator, alors je voulais juste le montrer. Donc ça, c'est le boom burst. Non, c'était pas celui-là, ça c'est au mois d'octobre, ça sera pas long. Alors le leading economic indicator, hop, le voilà. Donc ça, c'est le pourcentage de changement, donc le taux de changement sur 6 mois. Donc là, vous voyez qu'en fait, généralement, vraiment les récessions arrivent lorsque justement ce taux-là commence déjà à descendre déjà vers la ligne centrale ici, 0. Et là, actuellement, on est quand même assez loin de 0, hein. Donc, pour l'instant, ça veut dire qu'on est toujours correct à ce niveau-là. Après, il faut dire qu'ici, on est allé voir la ligne 0, ici aussi, mais dans ce contexte ici et ce contexte ici, par exemple, on n'avait pas le tightening, hein, la politique monétaire un petit peu restrictive, et ici, on l'avait. Donc là, on est allé toucher 0, et en plus de ça, on avait une politique monétaire restrictive, pardon. Donc là, bing, le catalyseur a fait en sorte à ce que la correction soit assez importante. Mais là, on est quand même assez loin de 0, la ligne médiane un petit peu que vous voyez à ce niveau-là. Donc ça, c'est au niveau un petit peu économique. Sinon, il y avait aussi, de toute manière, là, on était en extrême fear, hein, au niveau de l'indice. Donc ça aussi, ça permet de squeezer un petit peu au niveau des marchés. Aussi, chose que j'avais postée sur mon Twitter, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors je vais vous montrer cela. Alors ça aussi, c'est intéressant. Comme je disais, ma stratégie avec un VIX au-dessus de 30, voici à peu près les performances sous 6 mois ou 1 an. Donc vous voyez que généralement, justement, quand on achète avec un VIX au-dessus de 30, les performances sont quand même plus intéressantes qu'avec un VIX à tout niveau ou un VIX en dessous de 30. Donc ça, c'est bien évidemment dans les recherches. Pour être plus précis, voici ici, lorsque le VIX est au-dessus de 40, 32% sous 1 an, bon, c'est approximatif, hein, c'est les moyennes, bien évidemment. Entre 30 et 40, 19% sous l'année. Et entre 20 et 30, et puis vous voyez que, et en dessous de 20, à peu près 13%. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu une petite idée de la variation au niveau du VIX pour l'année en cours. Donc ça donne une idée. Alors il y a ce qu'on appelle le tail risque, hein, c'est-à-dire que justement le risque que le VIX persiste dans une certaine zone plus longtemps que prévu. Donc ça, généralement, c'est lorsque ça génère des corrections un peu plus comment dire, agressives et aussi un peu plus longues. Donc ça peut arriver, bien évidemment, hein. Donc on n'est pas des devins, donc on ne sait pas jusqu'à quel point les gens vont interpréter les informations. Et donc du coup, oui, les choses peuvent durer plus longtemps que prévu ou peuvent durer vraiment à créer des inefficiencies, comme on dit, sur les marchés et donc à ce que ça reste vraiment sous un prix pendant un certain temps. Donc voilà, donc ça c'est un indicateur que je souhaitais partager, c'est le nombre de composantes du S&P 500 qui sont au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile 50. Donc là, vous voyez, j'avais mis ça sur mon Twitter, ça je vais enlever ça, les Bollinger, parce que voilà. Je vais mettre ça ici. Vous voyez ici, on a comme une ligne un peu médiane où on vient toujours retracer. Donc là, en fait, vous voyez que justement, on était à peu près dans un pourcentage approximatif de 30% de stock, ça, voilà, de 30% de stock qui était vraiment
en dessous de la moyenne, au-dessus de la moyenne mobile 50. Donc, ce qui laisse pas beaucoup au niveau comment dire, du nombre de stocks au sein du S&P 500 qui était au-dessus de la moyenne mobile 50. Et quand on approche, vous voyez, les 100, bien évidemment, là, ça veut dire que le marché, il est vraiment comment dire, très suracheté et comment dire, proche de sa vente, de sa zone de survente et que ben, justement après vous voyez ça ralentit un petit peu, hein, vous avez toujours des ralentissements afin de rejoindre cette ligne un peu médiane. Alors comme je disais précédemment, lorsque le VIX reste plus longtemps que prévu au-dessus de 30, ce qui arrive, hein, donc là on va le voir par exemple, hop, bon, je vais peut-être enlever ça là, c'est pas très beau. Donc là ça peut arriver quelquefois, bon sur 50 oui, beaucoup plus que sur la 200, mais la 200 par exemple, qui est celle qu'on regarde le plus, vous voyez ici c'est pareil, on a une ligne médiane, donc là c'est le nombre de composantes du S&P 500 qui était au-dessus de la moyenne mobile 200, on n'en avait plus que 50% contre 94% au mois d'avril 2021. Donc là, on en a beaucoup moins. Et lorsqu'on passe en dessous, alors là, ça reste acheter l'indice dans ces zones-là, c'est plutôt bien parce que ça veut dire que pratiquement tout est survendu, hein, tout est en dessous, vous voyez, pratiquement de la moyenne mobile 200. On est même allé jusqu'à pratiquement 2%. Sur le S&P 500 qui était encore au-dessus de sa moyenne mobile 200. Par exemple, la correction de décembre, on était à 10%. La correction de janvier, à peu près à 14%. Donc ça, c'est des indicateurs un peu contrariens, hein, on ne va pas se mentir. Hein. Donc il y a toujours, bien évidemment, le risque court terme de la contre-tendance. Cependant, bon, après, quand on fait des entrées partagées, moi, je fais pas ça sur n'importe quoi, je fais pas ça sur des titres, par exemple, sur n'importe quel truc, je fais ça seulement sur les indices. Donc, parce que je sais qu'au moins ça englobe, le risque est réduit à l'intérieur de l'indice, étant donné que ça englobe plusieurs compagnies et pas une seule. Donc, si une compagnie ne se remet pas d'une crise et que vous avez acheté celle-ci à fur et à mesure, ça fait mal. Donc, je préfère faire cette stratégie-là au niveau des indices en général. Donc, voilà, on va faire un petit tour au niveau des taux 10 ans. Donc, honnêtement, comme je disais, je préfère que les taux continuent un petit peu, continuent leur montée. Hein. Donc là, j'espère qu'on va un petit peu continuer parce que vous voyez justement, là on a eu cette journée, cette grosse journée ici baissière qui n'a pas été super bonne aussi pour le Bitcoin par la suite. Hein, parce que ça, c'était significatif que l'inflation baisse et bon, ben, le Bitcoin il préfère l'inflation que pas l'inflation. Donc du coup, voilà, on a eu une grosse chute à ce niveau-là. Et donc là, je préférerais qu'on continue de monter à ce niveau-là. Mais c'est pas ce que je préfère, ce qui va se passer forcément. Donc je surveille le taux 10 ans. Parce que là, vous voyez, par exemple, vendredi, c'était une chute de 7%. Donc ça a eu un impact ensuite par la suite au niveau du marché. Et d'ailleurs, cette journée-là, là, vous voyez ici, ça c'est une grosse journée à la baisse. C'était à peu près le 26 novembre. Et d'ailleurs, on va aller voir le BTC. Qu'est-ce qui s'est passé le 26 novembre? Donc le 26 novembre, au niveau du BTC, hop, on a eu, vous voyez, la grosse chute ici, la grosse bougie baissière. Donc c'est quand même sensible à l'inflation, on peut pas l'omettre aussi. Le Bitcoin préfère quand l'inflation monte. Hein. Donc là, vous voyez ici la grosse bougie baissière. Et vous voyez donc aussi ce qui a suivi la grosse bougie baissière de vendredi, une grosse baisse sur le Bitcoin aussi. Donc voilà. Donc au niveau du Bitcoin, c'est vrai que personnellement, je m'attendais vraiment pas à cette chute ici. Hein. Je vais être honnête avec vous. Là, ceux qui disent qu'ils l'ont vu, bah, tant mieux pour eux parce que après coup, c'est toujours facile. Donc moi personnellement, pas du tout. Je mets ça sur vraiment d'une part le taux d'intérêt 10 ans et je mets ça aussi la chasse au stop. Hein, parce que comme vous le savez, on est allé liquider les comptes longues. Alors, vous pouvez le voir ici, hein, c'est sans surprise, hein, la grosse bougie ici des positions longues qui ont été liquidées. Alors, tous les gens qui avaient mis certainement des stops ou des gens qui ont pris peur ou autre. C'est vrai que le Bitcoin est un titre volatile, donc quand vous êtes holder, si vous ne supportez pas les drawdowns de 50% ou de 30 ou 40%, ben, ça va être un peu difficile d'être holder sur les bitcoins. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Même si certains vous diront un drawdown de 50%, oui, mais là, on n'est pas sur l'indice majeur des marchés, on est sur le bitcoin. Hein. Donc, c'est vrai que les drawdowns de 50%, c'est toujours arrivé. Hein.
c'est pas nouveau cette année, c'est pas arrivé par magie non plus, hein, il y en a toujours eu, là c'était facilement plus de 80%, là aussi, pourtant la tendance est toujours assez haussière parce que quand le Bitcoin repart, il repart très fort, donc du coup c'est pour ça que aussi l'élasticité est dans les deux sens. Donc voilà, donc ça c'est au niveau du Bitcoin. Personnellement, vraiment je veux que pour reprendre la tendance haussière, parce que là à court terme on reste dans une zone vraiment sensible de volatilité, peut-être qu'on peut aller retester en bas, je sais pas, mais tant qu'on casse pas encore les 53 000 vers le haut, ça va être difficile d'avoir une reprise haussière. D'ailleurs vous voyez ici on est toujours sous la zone des 50 au niveau du RSI. D'ailleurs, vous voyez ici le 59 000, malheureusement, ça avait été testé vraiment à plusieurs reprises. Le volume ne suivait pas. Vous voyez ici, on n'a pas eu de hausse du volume ici quand on essayait à chaque fois de casser la zone des 59 000, donc échec. Mais après, comme je disais, je ne m'attendais pas non plus à 20% de chute. Ça, c'était vraiment assez surprenant, mais ça reste le Bitcoin. Donc voilà, donc tant qu'on ne casse pas les 53 000, pour l'instant, je ne vois pas de retour haussier pour l'instant. Bon, moi, je suis toujours holder, hein, donc ça, voilà, je ne fais pas du trading actif sur le Bitcoin. Après, si on casse donc aussi le 42 000, là, ça risque de faire mal parce que là, il y a une grosse centre, il y a une, comment dire, au niveau du Market Profile, on a ici un centre de prix majeur qui se trouve dans cette zone ici. Donc si on passe en dessous, directement on va revenir vers là, hein, vers les 30 000. Donc c'est pour ça que c'est à surveiller. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et nous on se retrouve la prochaine fois.